Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Alors il faut savoir qu'on a contacté Charles-Édouard il y a pas si longtemps que ça au final, puisque on attendait de savoir un petit peu où on allait. Charles-Édouard nous a fait le plaisir de répondre très très vite positivement. Et puis après, un léger contre-ordre parce qu'il y avait un séminaire qui était prévu. Il a décalé son agenda pour être avec nous ce matin. Et on est vraiment très très heureux de vous accueillir. Vous avez un petit déroulé. On va peut-être vous laisser nous présenter d'abord votre aventure. Avec plaisir. La façon dont vous voyez les choses. On peut enlever le masque dans la mesure où on reste un petit peu éloignés tous les deux. Je vais vous laisser aussi la petite zapette pour que vous puissiez dérouler. Nous présenter votre aventure, comment c'est parti, comment c'est créé, comment vous voyez aujourd'hui le développement du tourisme. Et puis on se prendra un petit temps d'échange aussi avec le public. Avec plaisir. Ouais. Vu le temps qu'on m'a laissé, j'espère qu'il y aura de l'échange. Ça va être dur de tenir aussi longtemps. Alors, je suis désolé, j'ai perdu mes lunettes, donc j'en ai pris d'autres. Il paraît que c'est hyper dur de faire une présentation devant des visages masqués. C'est vrai qu'on ne voit pas les réactions. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse juste un tout petit entraînement, savoir s'il y a un truc qui vous paraît bizarre, que vous puissiez me faire ça. Alors, est-ce que tout le monde arrive à le faire? On va essayer de le faire ensemble. Voilà, ça veut dire que c'est vraiment bizarre. Voilà, et s'il y a un truc vraiment nul, vous pouvez me faire ça. Voilà, j'ai l'impression qu'on est au cirque, c'est super. Et si ça vous semble bien, vous me faites ça. Et vous n'hésitez pas à m'interrompre, voilà, ça serait vraiment gentil. C'est vrai que j'aime pas trop ça, le fait de ne pas voir les visages. Voilà, donc on va faire croire que j'ai préparé toute la présentation tout seul. Non, en fait, on m'a beaucoup aidé et dans l'équipe et on m'a posé des questions auxquelles je devais répondre. Voilà, en tout cas, je vais essayer de répondre. Voilà. D'abord, je suis très heureux d'être là et très honoré que vous m'ayez invité. Voilà. Et je suis très heureux de vous présenter la société pour laquelle on travaille. Il y a toute une équipe qui travaille depuis quand même 11 ans. Attendez, non, 2011, donc 9 ans. Voilà, je vais y arriver, ça commence bien. Je ne vais pas vous parler beaucoup de moi, c'est pas très intéressant. Si vous avez des questions, je le ferai, mais je vais plutôt vous parler de la société. Alors là, il y a un petit bouton. C'est la petite flèche du côté, en fait. Alors, le problème, c'est que comme je suis mieux, il faut que j'enlève mes lunettes pour regarder. Non, je vais y arriver. Ça, c'est ça, voilà, parfait. Je ne sais pas si il y a des gens ici dans la salle, là il va falloir lever la main, qui ont déjà fait de l'échange de maison. Yes, ça c'est bien, j'ai rarement vu autant de gens, donc ça c'est bien. Donc ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui en ont déjà fait, mais globalement l'échange de maison c'est une pratique qui existe depuis très longtemps, c'est une pratique d'hospitalité. En fait, on est tous, au fond de nous, on a tous cette hospitalité. Elle existait même avant la location. Dans l'histoire de l'hospitalité, évidemment, on a d'abord accueilli les gens gratuitement avant de leur faire payer quelque chose. C'est, je dirais, le XXe siècle, peut-être un peu avant. Je ne suis pas un expert historique, mais qui ont créé cette façon de monétiser tout ce qu'on offrait. Mais historiquement, on accueillait les gens gratuitement. Et c'est ça qui est important, c'est que, en fait, on le faisait pour des très bonnes raisons, parce qu'on considérait que ce sont nos valeurs. On vous apprend ça depuis que vous êtes tout petit. Si quelqu'un vient frapper à la porte, vous lui ouvrez. Alors maintenant, on a de plus en plus peur et on met un masque, mais logiquement, à la base, vous ouvrez, vous avez envie de l'accueillir et d'être heureux de l'accueillir. Vous êtes heureux de l'accueillir. Voilà. Et ça, on vous l'a enseigné depuis que vous êtes tout petit, et c'est pas lié au pays dans lequel vous vivez. C'est vrai dans tous les pays du monde. Voilà, vous allez, alors les accueils sont différents, la façon de le voir est différente, mais c'est vrai dans tous les pays du monde. Voilà, et c'est, je dirais, ce qu'on essaye avec Home Exchange de renvoyer, c'est une hospitalité qui n'est pas payante parce que ça crée, et j'espère que vous en êtes persuadés, mais sinon je vais essayer de vous en persuader, le fait de payer quelque chose pour obtenir un service, c'est pas mal ou bien, mais ça crée quelque chose de différent. Voilà. Et je pense qu'il y a sans doute des gens qui ont déjà loué. Il y en a qui ont échangé, et s'ils ont fait les deux, ils se rendent compte à quel point il y a une grande différence dans l'approche, dans tout ce qui va se passer entre les personnes. Donc, Guest to Guest, c'est 2011, et alors pourquoi on dit Guest to Guest? C'est qu'historiquement, on s'appelle Guest to Guest. Voilà, on crée une société, Home Exchange existe déjà, je vais vous raconter l'histoire, et il y a plein de sociétés qui existent dans l'échange de maisons. Et l'échange de maisons, donc j'aurais dû le dire, c'est vous allez accueillir quelqu'un gratuitement à ce moment-là. Vous allez aller chez lui pendant qu'il vient chez vous. Donc c'est quelque chose d'assez peu naturel, en toute honnêteté. Voilà, en toute honnêteté, c'est mon associé, il est pas là, donc je peux en profiter, qui a eu l'idée, qui a eu l'idée de Guest to Guest. Moi, je ne comprenais même pas ce que c'était que l'échange de maison. Mes parents m'en avaient pas fait faire, je ne voyais pas. Et d'ailleurs, je me suis dit, mais c'est quoi ce BINS, quoi? Qui est d'accord pour accueillir quelqu'un chez soi
dans son intimité, etc. C'est impossible, quoi, voilà. Et il se trouve que, bon, j'ai fait mon premier échange, et là, j'ai trouvé ça tellement magique, je me souviens parfaitement, c'était... je suis allé dans une maison en Vendée, Valérie, qui m'a reçu en Vendée, et donc je me suis retrouvé avec quelqu'un qui m'accueillait chez elle, qui me faisait visiter sa maison, et qui me disait toutes les 2 minutes à quel point sa maison était pas bien. Voilà, parce elle voulait vraiment que je ne puisse pas. Donc elle me disait, vous voyez là, j'ai pas eu le temps de repeindre, vous voyez là, ça c'est un truc que je voulais faire, je voudrais mettre une palissade, etc. Et moi j'étais gêné parce qu'elle allait me recevoir gratuitement, et elle était en train de s'excuser de me recevoir gratuitement, mais pas totalement idéalement, quoi. Voilà. Donc j'ai cette expérience, et elle me remet ses clés, et elle s'en va. Et là, je me dis, mince, c'est bizarre quand même comme expérience. On vit une semaine magique dans sa maison. Entre-temps, je lui ai donné mes clés. Donc là, ma femme il n'y a pas que ma femme d'ailleurs, et mes enfants ne sont pas du tout contents. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'elle va faire dans notre appartement? Et entre-temps, il y a un Anglais, Andy, qui nous contacte sur la plateforme. Il me dit, est-ce que je peux faire un autre échange avec vous? Je lui dis, bah non, il y a déjà Valérie qui est là-bas. Non, il me fait, j'ai pas de drap, je cherche plein de mauvaises excuses. Je lui dis, ben non, j'ai pas de drap et tout. Et il me fait, non, mais il n'y a pas de problème, on peut amener les nôtres. Non, vraiment, ça serait vraiment bien. Je voulais faire visiter. Puis il me raconte une histoire. Et en fait, au bout de l'histoire, je me dis, ouais. Il me dit, on fait un Skype si vous voulez. Je fais un Skype, je vois ses enfants, ils avaient dessiné la Tour Eiffel. Il fait, oh, on adorerait aller voir la Tour Eiffel. Donc, vous voyez, là, à ce moment-là, je ne sais pas si ça vous dit, mais à ce moment-là, vous ne pouvez pas refuser. Donc, je ne refuse pas, et Andy va, et je suis hyper inquiet parce que je ne vais pas avoir du tout de moment où je vais passer entre les deux. Et donc, ils vont tous les deux, ils font l'échange, ils se débrouillent entre eux, entre guillemets, dans mon appartement à Paris, et ils se donnent les clés, et je reviens, donc un peu apeuré quand même, donc jamais fait d'échange, 15 jours, ça dure un peu plus long que 15 jours, je reviens donc une semaine après, 3 semaines, donc je reviens chez moi, là, rien n'avait changé, j'arrive, je vais voir, je me dis, je vais avoir plein de draps, parce que je ne sais pas comment ils ont fait, les draps sont lavés, pliés, je me dis, c'est bizarre, sur la table, il y a plein de cadeaux, et donc je me dis, mais c'est incroyable cette histoire. Et donc suite à ça, mon associé me convainc que c'est un super concept, et pour le changer, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que il y avait, donc je m'approprie je dis on, mais c'est un peu plus lui, hein, je fais un on de majesté, même si après on a reconstruit quelque chose. Le premier point, c'est que c'était que réciproque. Et donc ça veut dire, vous avez vu le premier échange que j'ai fait avec Valérie, je suis allé chez elle pendant qu'elle était chez moi. Mais chez Andy, j'y suis jamais allé, jamais, jamais. Donc on a créé un système de points qui permet, il est venu chez moi, il m'a donné des points. Bon, il se trouve que je pourrais en avoir autant que je veux, mais voilà, il m'a donné des points. On ne fait pas ça chez nous, mais voilà, j'aurais pu en avoir autant, mais il m'a donné des points que maintenant je peux utiliser. Voilà. Et donc c'est ça la logique, cette innovation a changé beaucoup de choses parce que c'était quand même extrêmement complexe d'organiser un échange réciproque. Et c'était une des problématiques de tous les sites qui existaient, c'était qu'il faut que vous trouviez la bonne personne. Alors, en général, la première question qu'on me dit, c'est est-ce que c'est possible d'aller dans un super appart alors qu'on a une maison un peu moyenne? En fait, c'est possible, mais ça n'arrive pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand vous allez contacter les gens, vous allez vous mettre face à quelque chose qui est, une sorte d'amour-propre, et donc vous allez globalement échanger avec des gens qui sont comme vous. Alors, comme vous ne veut pas dire forcément que la taille de la maison, mais comme vous mettez tous les mots que vous avez derrière ce comme vous, mais c'est ça la réalité. Voilà. Et donc, ce système de points, quand vous ne l'avez pas, vous allez avoir du mal à convaincre quelqu'un, parce qu'il n'a pas les mêmes vacances que vous, votre endroit, il l'a peut-être déjà visité, il a plus de chambres que vous, même s'il est entre guillemets comme vous, parce que lui, il trouve que c'est bien d'avoir un bureau, et vous n'en avez pas, parce que vous habitez Paris, et que ça coûte très cher. Donc voilà. Et donc, ce système de points a permis de résoudre cette vraie difficulté qu'avait l'échange de maison. Ça, en parallèle de ça, le truc qui était important, c'était de créer, donc à ce moment-là, c'est ce que je mets en deuxième point, un moyen d'animer la communauté, de renforcer la confiance. Il a fallu créer un peu plus de confiance, parce qu'on a un imaginaire qui dit que si je fais un échange avec une personne et qu'il est chez moi, alors le barbare qui est chez moi, il ne va pas être un barbare parce que je suis chez lui. Et il se dit, s'il pète chez moi, je pète tout chez lui. Mais on ne fait jamais ça, vous êtes d'accord? Je pense que même si vous le saviez, déjà, il faudrait le savoir, parce que voilà, donc il faut trouver des gens qui vont vérifier que quand vous êtes chez lui, voilà. Ça arrive, de temps en temps, on a des petites histoires comme ça où le voisin qui est un peu curieux va dire, tu sais, il a utilisé ta table, voilà, il avait le droit. Voilà, mais normalement, ça n'arrive jamais. Déjà, il n'y a pas de barbare, en fait, contrairement à ce qu'on imagine. Et deuxièmement, jamais, vous êtes des gens bien, donc jamais vous allez aller casser le truc parce qu'on vous a cassé un truc chez vous. Ça n'arrive pas, quoi. Donc la réciprocité n'avait pas besoin d'être ça, mais
on sait que si on veut convaincre plus de gens, il faut mettre des systèmes de confiance. Donc on a créé des vérifications, c'est-à-dire toutes les maisons, on leur demande de nous envoyer un justificatif d'identité et de... Alors la maison, c'est la personne, l'identité, pardon. Et la maison, un justificatif de domicile. On modère toutes les annonces, c'est-à-dire qu'on les vérifie. Alors c'est un système qui nous permet de le faire, etc. On a des systèmes assurantiels qu'on a mis très longtemps à créer, parce que l'assurance est faite de telle façon quand ils ne connaissent pas. Donc vous avez l'allocation, on vous dit c'est quoi le montant de l'allocation. Donc ils assurent par rapport au montant. Nous, il n'y avait pas de montant. Donc on a mis longtemps à trouver un système assurantiel et à la fin, on ne s'assure plus que s'il y avait un énorme problème. Donc c'est une maison qui brûle, par exemple, même si on est globalement pas partout dans le monde, mais on est assez bien assuré. Voilà. Sinon, maintenant, on s'assure nous-mêmes, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui est cassé, ben, on rembourse à la personne. Je crois que le pire qu'on ait jamais eu, en toute honnêteté, ça doit être un pare-douche qui... non, il y a peut-être eu un autre truc à 3 000 à 4 000 euros. Mais voilà, c'est des accidents qui arrivent dans la vie, et dans ce cas-là, bah, c'est notre rôle de faire que la personne, elle a prêté son appartement, elle n'a pas de raison de ne pas retrouver son appartement comme il était au départ. Voilà. Et la troisième, donc ça, c'est tous les systèmes de confiance qui permettent de se retrouver, bien sûr, notation, comme on est une plateforme, et tout ça fait que quand vous allez échanger et que vous allez contacter la personne, vous allez être assuré par ça. Et le dernier point qui était très important pour nous, c'est qu'historiquement, les plateformes faisaient une chose, elles vous disaient, alors ça c'est marrant, c'est que je ne sais pas quel est l'âge moyenne de la salle, c'est encore plus difficile avec les masques, mais moi j'ai connu ça malheureusement. Il y a eu des catalogues papier un jour. Les petites annonces, on a du mal à l'imaginer pour ceux qui sont nés après 90, mais les petites annonces se faisaient, vous achetiez un catalogue papier, vous vouliez acheter une voiture, vous alliez... chez votre marchand de journaux, vous avez connu ça? Oui, j'ai connu, oui. Voilà, mince. Je crois que vous avez voulais tout pas de suite vous ajouter sur identifié votre que j'étais âge, un peu mais... vieux, Non, j'ai posé la question quand même. Je me suis dit peut-être qu'il fait tellement jeune. Voilà, les petites annonces, et ben vous alliez acheter et vous aviez pendant une semaine des petites annonces. Et ben l'échange de maison, c'était comme ça avant. C'est-à-dire que les gens achetaient un catalogue pour une année et ils payaient le catalogue. Les gens, il fallait qu'ils envoient leurs informations 4 mois avant, le catalogue était imprimé, ils le recevaient, ils payaient pour ça. Et ben dans l'échange de maison, c'était pareil. C'est-à-dire que les gens, ils se sont dit, on va aller sur Internet. Donc ça, c'est Home Exchange qui crée globalement le premier site en 96-97, tout au début. Et il a dit, bon, ben, on va prendre le même business model. Vous avez le droit, pour accéder aux annonces, vous avez le droit de payer à cette époque-là, ça devait être $50. Vous avez le droit de payer $50, et voilà. Et ils ne se préoccupaient pas du tout de savoir si les gens allaient réussir à faire un échange. Donc mais c'est comme dans la location, hein, quand vous achetez votre petit catalogue, on ne se préoccupait pas de savoir si vous alliez pouvoir, je sais pas quoi, acheter votre voiture d'occasion ou votre maison, hein, ils s'en moquaient. Voilà. Donc c'était pas anachronique du tout, mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous payez pour un service, vous attendez à avoir un service. Et donc nous, on a changé ça. C'est-à-dire que tant que vous n'aviez pas votre premier échange, vous avez le droit d'accéder à la base, et vous alliez avoir votre premier échange au moment où vous payez. Voilà. Vous allez payer au moment de votre premier échange. Je vais y arriver. Voilà. Et donc grâce à ces 3 points, eh bien, ça nous a permis d'avoir un parcours, et j'ai fait beaucoup au début, mais vous allez voir, ça va aller plus vite après. On s'est mis à grossir pas mal, voilà. Et on avait une logique, nous, c'était qu'on pense que c'est la meilleure pratique pour voyager. Alors je suis dans un endroit où il y a du tourisme, donc je pense qu'il y en a des super aussi, mais nous on pense que c'est la meilleure. Déjà, elle n'est pas chère, puisque vous allez vous loger gratuitement chez les gens. Notre abonnement est de 130 €. Donc, on a des gens nous, qui font... On a regardé l'autre fois, je vous faisais une liste, il y a des gens, ils ont fait 55 échanges dans l'année. Et c'est 130 €. Voilà, donc, voilà. Et en moyenne, les gens font 2,7 échanges, à peu près. Voilà, et donc on s'est mis à faire ça. Et on a eu une première entreprise qui s'appelait Itamos, que vous voyez là, et qui est venue nous voir en disant, bah, moi, j'en ai marre, etc. Donc, on a racheté cette entreprise. Et puis, on s'est mis en avoir plein sur le secteur, alors que ça soit Home for Home qui était espagnol, que ça soit Échange de Maison qui était canadien, Knock qui était espagnol, Networking qui était français. Et donc on s'est mis à faire 2 choses, à lever de l'argent pour croître en termes marketing, pour défendre, pour évangéliser sur l'échange de maison, et à racheter des concurrents. Voilà. Et le point culminant a été Home Exchange, qui était l'historique, voilà, qui était beaucoup plus gros que nous, hein, c'était un Américain. Et un jour, avec mon associé, on est revenu, j'ai croisé une personne avec qui j'ai fait ça, mais dans le salon, voilà, la personne de Guestview, Alizée, je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, si elle n'est pas là, je la remercie. Et on a été dans une learning expédition à New York, grâce au réseau Entreprendre qui nous accompagnait. Donc on dormait dans la même chambre, ça.
ne faut pas croire qu'on prenait l'avion tous les jours pour New York à ce moment-là. On dormait dans la même chambre et en sortant de cette expédition, on s'est dit on va aller les voir, on va essayer de les racheter. Et ça a duré très longtemps. J'ai 15 histoires dessus qui sont assez marrantes. Et à la fin, en 2017, on rachète Omechange. Voilà, ce qui fait qu'on met un an un peu à digérer tout ça. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu la croissance de ça. Et voilà, ils sont plus gros que nous, je pense qu'ils sont 2 fois plus gros que nous. En chiffre d'affaires, beaucoup plus gros que nous parce qu'on ne monétisait pas très très bien. Et on met un an à créer, on se dit au début on voulait faire 2 marques, une marque un peu très premium et une marque, puis on s'aperçoit qu'en fait l'échange de maison ça n'a rien à voir avec ça. Donc on finit par se dire il faut qu'on les fusionne et on fusionne Guest to Guest et Omechange en une seule marque et en même temps on intègre toutes les autres marques dans une marque qui s'appelle Omechange aussi. On laisse tomber notre marque, très dur pour surtout pour mon associé qui avait eu l'idée, voilà. Mais on pense que c'est la meilleure marque pour arriver à développer l'échange de maison. Voilà. Aujourd'hui, vous pourrez aller regarder le site, il ressemble à ça, même si c'est plus la même. Maintenant, on met des masques à tout le monde. Non, pour la petite histoire, c'est assez marrant, c'est qu'en France, en fait, j'ai l'impression que les gens ne veulent pas voir de masque sur les photos, sur les images comme ça que l'on met. Aux États-Unis, en fait, on a une équipe, je vais vous le montrer, et c'est l'inverse, c'est-à-dire que si on n'en met pas, on reçoit des tonnes de mails pour nous expliquer, mais comment vous faites, c'est honteux, voilà. Et on a un peu les deux, hein, mais je pense qu'on notre site doit être plus démocrate que républicain parce qu'on a plus de mails qui nous disent ça. Voilà, c'est assez segmenté. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent avec les États-Unis, le monde est assez segmenté là-bas. Donc voilà. Et ça, c'est pour vous montrer notre courbe de croissance entre les années. Donc en fait, c'est tout plat au début, on a l'impression que Guest to Guest n'avance pas, mais en fait, c'est que ça a beaucoup écrasé parce que ça a bien monté, mais le début est très beau aussi. Voilà, on a l'impression qu'il fallait Omechange pour croître, mais non, c'était bien au début, ça se voit pas vraiment là, mais voilà. Et on voit qu'on a une période, on a Omechange et on souffre un peu, et après, on est assez content parce que la fusion nous a permis vraiment de changer notre approche là-dessus, quoi. Ça a changé. Voilà, ça c'est l'équipe. On était dans un séminaire. Il n'y avait pas de masque, donc j'ai pris la photo avant le confinement, sinon on aurait tous eu des masques, les Américains ne seraient pas venus. Et globalement, on est une équipe qui est je crois qu'on regardait l'autre fois, il y a 16 nationalités. Donc on a un bureau aux États-Unis, on a un bureau à Paris, il y a un bureau à Zagreb. Omechange avait une partie de l'équipe qui répond aux gens qui étaient à Zagreb. On a gardé et eux, ils les freelançaient parce que c'est à l'américaine, quoi. Nous, on est un peu français, donc on a salarié tout le monde entier. Ça nous a coûté beaucoup plus cher, mais on se sentait mieux. Voilà. C'est un truc. Je sais pas si on nous apprend ça quand on est petit, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, donc, avec toutes ces marques, on pourrait dire quoi? On est vraiment beaucoup plus gros que le site d'après, on va dire, qui existe. Il existe 2 sites, je peux les citer, vous pourrez les regarder, ils sont aussi très bien. Il y en a un qui s'appelle Love Home Swap, qui est un anglais, et un qui est un peu plus communautaire, c'est-à-dire qui a une vocation qui s'appelle Homelink. Voilà. Mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir 70-80% de notre marché. On a 450 000 maisons dans le monde. On fait des échanges. Alors là, on en a dans 187 pays, mais il y a au moins 40 pays où on n'a pas réussi à faire d'échanges. C'est plutôt dans 140 pays. Et globalement, on fait 3 millions de nuitées. Voilà. Et ça, et oui, et on marque un échange. Ça, c'est la com qui aime beaucoup ça. Un échange finalisé toutes les 4 minutes. Voilà. Juste pour vous donner. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû. Hop, je reviens. D'après vous, maintenant pour ceux qui n'ont pas regardé, c'est une petite stat. Donc personne n'a regardé, on va faire un petit test. D'après vous, quel est le plus grand pays d'échange de maisons? Voilà, d'accord. Ok, bon, j'ai raté mon coup. Normalement, en fait, ce qui est très drôle, c'est que vous demandez dans un pays, et souvent, les gens ont une image mentale, c'est toujours les autres. Donc vous faites aux États-Unis, ils ne vont pas vous dire que c'est les États-Unis qui est le plus grand pays d'échange, ils vont vous dire c'est la France. Voilà. Et en France, quand vous posez la question, les gens vous disent c'est les États-Unis, non? Voilà. Et en fait, pas du tout. Le plus grand pays d'échange, donc c'est bien la France. Aujourd'hui, c'est à peu près. Alors c'est beaucoup plus aujourd'hui parce que la France est, malgré le confinement, malgré tout, a beaucoup mieux résisté pour nous, de notre point de vue. Je sais que la période est difficile pour tout le monde, mais nous, on a fait un plutôt bel été. Voilà. On a une grande partie qui se fait aussi en local, donc qui nous a permis de compléter. Donc la France, d'habitude, c'est plutôt 30-35%, et les États-Unis, c'est plutôt 20-25%. L'Espagne doit être à 10-12%, et après, ça se répartit sur la totalité de nos pays. Voilà. Voilà. Et donc, pour la situation, c'est sûr que la France, cet été, c'était beaucoup plus que ça. Les Américains, même s'ils n'ont pas vraiment été confinés, hein, finalement. Ça dépendait des États. Ouais, en global, parce que faut être clair, l'Américain, en fait, il a peu de vacances. Voilà, c'est un peu la deuxième chose, c'est que pour que ça fonctionne, l'échange de maison, il faut qu'il y ait un mélange de local et d'international. C'est-à-dire qu'il faut que les gens voyagent en local, mais aussi à l'international.
Pourquoi? Parce que ça crée deux choses. C'est que l'international, c'est le rêve. C'est à peu près 25% des échanges, mais c'est des très beaux échanges. Et le national, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en moyenne, en France, peut-être que je me trompe, mais ça doit être à peu près ça. Cette année, c'était beaucoup plus, c'était plutôt 85-90, mais d'habitude, c'est 55-60%, je pense, qui doivent être... qui partent en France, voilà, et on doit monter à 70-75 sur l'Europe à peu près, voilà. Mais s'il n'y a pas ça, en fait, vous n'arrivez pas à créer un volume général de maisons avec de tout type de personnes dedans, c'est-à-dire en France, il y a beaucoup de classes moyennes, aux États-Unis, il y a moins de classes moyennes, mais il faut qu'il y ait et du national et il y a du local, c'est-à-dire que les gens aient pris l'habitude de voyager. Ce qui fait que ça enlève des pays, par exemple, la Chine n'est pas un très gros pays chez nous, ils voyagent beaucoup en local, à l'international, ça reste une petite frange de la population. En Inde, ben pareil, on est peu important parce que tout simplement, l'Inde voyage, ils n'ont pas beaucoup de vacances. Voilà. Et ceux qui en ont, ils voyagent un peu à l'international, mais les gens globalement ne vont pas faire ce type de voyage. Voilà. Il faut que les gens se sentent en sécurité. Donc par exemple, on a peu d'Asiatiques qui viennent en Europe. Alors ça, c'est une leçon pour nous, à tous. Il y a peu d'Asiatiques qui viennent en Europe sur l'échange de maisons parce qu'en fait, ils ont vraiment besoin de se sentir en sécurité. Voilà. Et l'échange de maisons, c'est un peu plus angoissant. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver quand même dans une maison si vous êtes à l'autre bout du monde. Je ne sais pas si vous vous imaginez... Pour ceux qui voyagent beaucoup, peut-être que c'est facile, mais on a des échanges, par exemple, on est avec la Bolivie ou des choses comme ça. Il faut pouvoir aller... alors peut-être qu'il faut que je trouve un autre pays, parce que peut-être que la Bolivie, ça ne vous inquiète pas assez. Au Panama, non, pas rien. Bon, il faudrait que je trouve un pays qui vous inquiète, mais en fait, il y a des échanges comme ça. Ça veut dire que vous allez vous retrouver dans une maison, au milieu des habitants du coin, et si vous ne vous sentez pas en sécurité, si on vous a dit que c'était dangereux, ben, c'est difficile à faire. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait ce niveau, il faut que vous vous sentiez en sécurité dans le pays. Donc toutes les personnes qui, par exemple, vont aller regarder sur le ministère des Affaires étrangères pour voir les risques qu'ils prennent, par exemple, ils ne vont jamais au Brésil ni en Argentine, quoi, parce que vous regardez le ministère des Affaires étrangères, or, il y a beaucoup d'échanges avec le Brésil et l'Argentine, mais c'est assez angoissant. Voilà. Et le troisième, c'est qu'il faut avoir des vacances. Évidemment, l'Europe a un peu plus de vacances et la France, et c'est aussi pour ça que l'échange de maison est très gros en France. Voilà. Les États-Unis, plus petit, parce que globalement, quand ils partent, alors déjà, il n'y a que 50% des Américains qui ont un passeport, donc ça explique pourquoi ils ne voyagent pas beaucoup à l'international. Et en fait, ils ont globalement 2 semaines, 3 semaines, et quand ils partent, il faut qu'ils prennent ces 2 semaines, et donc c'est plutôt un peu loin. Voilà. Et sinon, ils ont tendance à aller plutôt dans leur famille ou des choses comme ça. Voilà. Donc dans les questions, il y avait un peu comme on a vécu 2020. Et nous, donc les constats qu'on en a fait sont assez clairs. Je pense que vous aurez les mêmes. Donc nous, on a vu une montée de local. Vous voyez les chiffres, c'était pas très loin, mais par rapport, alors sur la France, je pense que voilà, on est beaucoup monté sur le local. C'est-à-dire, c'était, je pense, que ça devait être 45%. Donc ouais, ça fait à peu près ça, 45. Je me trompe toujours dans les chiffres. Hein. Si vous voulez des vrais chiffres, il vaut mieux vous me le demandiez par mail et je vous envoie les vrais chiffres. J'ai tendance à tout mélanger. Voilà. Globalement, ouais. La majorité des Français sont partis en France cette année, un petit peu en Espagne, en Europe, mais sinon pas du tout à l'international, ce qui était assez normal. Voilà, on s'est mis avec avoir un intérêt pour des types de régions qui sont des magnifiques régions. Moi, je suis plutôt breton, donc je défendrai la Bretagne, même si il fait pas très beau. Et cette année, en fait, alors que d'habitude c'était votre région, c'était PACA, c'était celle plus sur le sud-ouest, là, un peu plus haut. L'Occitanie. L'Occitanie, merci, qui étaient les premières. Et cette année, Paris était assez bien placé, puisque tous les étrangers aimaient bien aller sur Paris. Et là, Paris est en dernier, quasiment, pour être clair. Et Auvergne-Rhône-Alpes et Bretagne, c'était les 2 premières régions cet été. Voilà. Et je pense on l'a tous vécu. En fait, les gens ont cherché quelque chose qui est important, qui est le fait de se retrouver dans un endroit où ils se sentaient, en termes sanitaires, en sécurité. Voilà. Et avec moins de monde possible. Donc voilà. Le troisième point, c'était le last minute, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos échanges, et c'est un problème sur septembre, on a fait un très bel été parce que les gens n'avaient pas forcément préparé, donc dès qu'on a été déconfinés, ils se sont dit, il faut qu'on parte en vacances, donc là, on a eu une explosion, c'était magique pour nous parce que on avait un peu peur quand même, pendant ces 2 mois de confinement, c'était chaud. Et là, du jour au lendemain, en fait, si on fait la répartition, aujourd'hui, nos échanges, il y en a... On a quasiment aucun échange prévu pour Noël, quoi. Aucun. Alors que d'habitude, c'était déjà une très grosse période qui était en prévisible. Si vous faites un échange, voilà. Donc, et c'est pour nous quelque chose qui est vraiment difficile à gérer. Voilà, ça nous a changé la totalité de nos annulations. Alors nous, on a un avantage sur beaucoup de gens, c'est que l'annulation ne nous coûte pas d'argent, puisque les gens se reçoivent entre eux.
Donc on n'a pas eu cette problématique à gérer, que beaucoup de sites et beaucoup de professionnels du tourisme ont eu à gérer. C'est-à-dire que vous avez encaissé de l'argent, vous devez leur donner, les gens, vous arrivez à leur faire passer, à leur donner un avoir, mais il y a une vraie problématique, et c'est sans doute ce qui fait qu'aujourd'hui on va avoir un retard d'ailleurs, c'est que si les gens ont un avoir, ils ne vont pas redépenser bientôt, quoi, hein. Donc, ou ça va être plus compliqué. Voilà. Et on a remarqué quelque chose, et ça c'était marrant, c'est qu'avant on avait plein d'échanges, et là on se met à avoir des échanges qui sont plus longs. Donc en fait, c'est comme si, de notre point de vue, les gens ils avaient envie de se retrouver dans un cocon et ils avaient envie de se mettre dans un endroit pendant un certain temps. Et on s'est mis dans les besoins, donc beaucoup de sécurisation et essayer de dépenser le moins possible. Voilà. Aujourd'hui, nous, notre principal défi, c'est on travaille beaucoup sur de la prévision, on a des actionnaires malheureusement, et c'est toute cette incertitude qui est ingérable pour nous. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps, et c'est un travail énorme, et c'est surtout très difficile pour les équipes et pour nous. C'est-à-dire que tout le temps, le seul moyen de réagir à ça, c'est de savoir être super agile et super efficace sur ce qu'on va faire. On a changé, on pensait avoir un été magique et on s'est réorganisé pendant le confinement. On n'a mis personne au chômage partiel, on s'est tous dit on va remonter les manches. Tout le monde on a traité de l'annulation, donc tout le monde s'est mis à faire de l'annulation pour essayer de gérer les cas. On s'est mis à se dire bon, il faut qu'on prépare tout le non-confinement, donc on a essayé de préparer psychologiquement dans tous les pays avec des moments différents. Voilà, on sait vraiment beaucoup d'agilité, puis on arrive l'été, tout se passe bien, on se dit waouh, allez, on peut souffler. Et en fait, on se retrouve en septembre où là on se dit mais merde, pourquoi on est je crois que sur le mois de septembre on doit être à -20, ce qui ne nous était pas arrivé du tout avant, hein. Et là on se dit merde, mais comment on fait? Donc on se remet à un niveau d'urgence et on recrée du stress pour les équipes. Et ça, c'est un truc qu'on a l'impression aujourd'hui, en tout cas, que ça va continuer comme ça. Et je ne sais pas comment vous le gérez dans cette incertitude crée chez nous dans les équipes, crée beaucoup de stress et beaucoup de problématiques à résoudre, et on s'interroge, nous, comment on va pouvoir gérer ça sur la durée. Vous avez quand même un modèle économique qui est basé sur l'abonnement, échange ou pas échange d'ailleurs. D'ailleurs, pas mal de nouveaux entrants sur cette période. Est-ce que vous avez remarqué là des non-renouvellements justement d'adhésion, où les gens continuent quand même à se dire je vais l'utiliser, donc je paye mon abonnement pour l'année qui vient parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, je vais partir? Alors, on a vu deux périodes. Pareil, ça dépend un peu des nationalités, je vais vous en faire une généralisation. La période pendant le confinement, on a eu une baisse du renouvellement. Mais franchement, globalement, on a fait 55% de notre chiffre d'affaires à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun nouveau. Donc, on a quand même perdu pas mal. Voilà. Et surtout, on a perdu parce qu'avant, on avait une croissance qui était plutôt de l'ordre de 50%. Donc, c'est pas par rapport à 0, c'est par rapport à 50%. Donc, ça a été un petit peu dur. Mais sur le renouvellement, dès que le confinement est passé, on a eu deux choses. C'est que pendant le confinement, globalement, beaucoup de gens ont renouvelé, mais on n'en avait pas de nouveaux. Voilà. Un petit peu moins que d'habitude, mais pas de nouveaux. Et selon les nationalités, par exemple, les Américains étaient plus là à réclamer des gestes commerciaux, etc. Mais globalement, c'est très communautaire, et les gens, en fait, sont très sensibles à l'échange de maisons et étaient là à valoriser le fait qu'on ait bien géré les cales, plus qu'à se demander est-ce qu'ils allaient récupérer les 10 € qu'on aurait pu leur offrir pendant les mois. Voilà. On a fait pour certains cas qui étaient un peu bizarres, où les gens n'avaient pas pu faire, ils n'avaient jamais fait d'échange, ils sont arrivés parce que l'échange a été annulé, donc on a créé des petites particularités. Voilà. Mais ce qui est assez magique, et c'est vrai qu'en termes de business model, ce n'était pas celui qu'on avait au départ, hein, ça nous permet aujourd'hui de passer, bon, si ça dure un an, que personne ne peut faire d'échange pendant un an, je pense qu'on aura des difficultés, mais ça nous a permis, un mot qui est très à la mode, c'est un peu un modèle assez résilient, ça permet de tenir, et on espère que, et c'est ce qu'on suit, c'est-à-dire qu'on pense, aujourd'hui, je pense qu'on était en taux de personnes qui ont payé leur abonnement et qui ont fait un échange, logique, c'est 93-94%, voilà, à peu près. Parce qu'il y a des gens qui renouvellent et qui... On se demande, les Américains renouvellent sans faire d'échange, c'est assez fascinant. Mais les Français, s'ils n'en font pas, ils ne renouvellent pas. Donc voilà, donc ce taux est beaucoup plus haut pour la France. Et aujourd'hui, sur les prochains mois, on sait que par exemple en mars, en avril, donc c'est pour ça qu'il ne faudrait pas que ça... Voilà, ça pousse un peu trop. On sait qu'on est plutôt aujourd'hui à 70-75% de gens. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à caser 20% en plus pendant les prochains mois, quoi. Voilà. Donc il ne faudrait pas qu'on nous confine ou
nous empêche de sortir le soir, par exemple. Mais voilà. On me posait la question sur les autres acteurs. Nous, on se considère, donc j'ai vraiment simplifié parce que c'est les seuls qu'on voit autour de nous. Mais si vous faites dans l'hôtellerie, nous on n'est pas de l'hôtellerie du tout. C'est pas du tout pareil. C'est pas des clubs de vacances, ça n'a rien à voir. On peut se comparer à de la location dans le cadre un petit peu du début de Airbnb, qui était une location qui était personnelle. Voilà, vous n'aurez pas parce que ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de gens qui achètent des lieux pour les échanger. Vous aurez que des lieux qui sont habités. Voilà. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même logique que la location, mais on pourrait être un peu le début de la location de Airbnb. Et j'ai rajouté le camping-car parce qu'il y a des liens, c'est-à-dire que le type de vie que font les gens qui échangent se rapproche un petit peu de cet univers-là. Voilà. Mais on pourrait dire notre vrai concurrent, c'est pas du tout les hôtels. Nous, on considère que quand vous êtes à l'hôtel, c'est pas le même type de service, ça pourrait être de la location. Même si je vous dis, je pense que dans l'échange de maisons, ce que vous cherchez à faire, c'est être beaucoup plus ancré dans le lieu. Alors que parfois, et c'est ce que je mets dans le deuxième, nous, voilà, non, c'est juste après, voilà, on est vraiment, c'est très authentique, c'est-à-dire vous n'allez pas vous retrouver avec je ne sais pas s'il y en a qui ont loué, mais maintenant, si vous allez sur certains sites de location que j'ai cités déjà 2 fois, vous avez les mêmes appartements quasiment partout dans le monde. Vous allez dans une capitale à Rome, ça ressemble à ce qui est fait à Paris, etc. Parce que la façon de décorer, vous allez avoir votre lit qui a un matelas haut comme ça, vous allez avoir un lit qui est en big size, parce que les Américains adorent ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, king size. Voilà. C'est très standardisé. Nous, ça ne sera pas ça. Donc, si vous cherchez ça, et c'est ce que je pense qu'on retrouve souvent, soit dans de l'hôtellerie, soit dans de la location un peu comme ça, bah, il vaut mieux aller là. Vous aurez ça. Si vous cherchez un peu plus d'authenticité, waouh, de liberté, et évidemment la partie économique, qui vous permet de faire plein d'autres choses. C'est vrai que vous ne payez pas le logement pendant cette période-là. Vous allez le trouver dans l'échange de maisons. Voilà. Et c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, la location telle que le propose un Airbnb, je parle dans les villes, dans ce qu'on appelle vacation rental, là, sur la partie, c'est un petit peu différent parce que il y a un peu des deux. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà loué des choses dans des zones très touristiques. Il y en a qui sont habitées, on voit qu'elles ont été vidées pour vous accueillir, et il y en a d'autres qui sont... Bon, nous, elles ne sont pas vidées, voilà. Globalement, les gens, ils vont vous expliquer qu'ils y vont la semaine d'après, ou etc. Voilà. Et nous, ce qu'on reproche un petit peu, surtout dans les grandes villes, c'est le fait que ce n'est plus du tout ni de la location, ni quoi que ce soit, c'est de la pure, c'est de l'hôtellerie, et sauf qu'ils n'en ont aucune responsabilité, et ils s'en moquent. Voilà. Parce que, voilà, nous, on n'est pas très adeptes de ça, et vous connaissez tous les impacts. Je pense que pour ceux qui subissent la loi d'Airbnb, vous en comprenez. Je peux répondre à des questions, mais ils sont déjà trop cités. Voilà. On m'a posé une question, alors je vais le faire très affirmatif, et n'hésitez pas à me dire que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Je vais vous dire ce que nous on a partagé avec l'équipe et ce que nous on ressent. On a fait plusieurs sondages, on a fait plusieurs trucs, mais évidemment ça nous arrange. Hein. Donc peut-être on a filtré dans tout ce qui nous arrangeait. Voilà. Ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est d'abord, quand on a fait ces études sur ce que c'était que les vacances, il y avait 3 points qui étaient importants pour nous. C'était pourquoi on va en vacances. Voilà. Donc j'aurais dû vous poser la question avant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais globalement, on va en vacances on a oublié, mais un peu pour se reposer. Voilà. Faut se rappeler ça. Deuxième chose, c'est pour partager avec sa famille, ses amis. C'est pour passer un instant, voilà, qui est en dehors de chez soi, mais qui est important, et il ne faut pas le nier. Et ceux qui n'ont pas de vacances, ceux qui n'ont pas pris de vacances depuis un certain temps, tout en prenant, entre guillemets, des congés, c'est-à-dire je me retrouve chez moi pendant 3 jours, voient la différence entre je vais à l'extérieur de chez moi et je reste chez moi. Et le troisième point, moi je l'ai mis en troisième parce que je pense que vous pourriez le mettre en premier, hein, c'est la découverte et c'est le partage. Voilà, je vais envie d'aller découvrir un endroit, découvrir un pays et partager avec les gens. En tout cas, c'est ma vision, moi, pas de l'échange, voilà, lapsus, c'est ma vision des vacances. Voilà. Quand on en a discuté, dans tous les sondages qu'on a fait, en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui et ce qui ne nous convient pas, c'est que globalement, les habitants, quel que soit, c'est même vrai, j'entendais l'autre fois qu'au château de Versailles, par exemple, donc à Versailles, il y a moins de, je ne sais plus combien, 15%, ou c'est 10% des gens qui habitent Versailles qui vont au château de Versailles. Et ça, en fait, je pense que c'est une vraie problématique, c'est-à-dire qu'on a oublié que quand on était un lieu, en fait, le lieu, il appartient aussi aux gens qui habitent là, et il est hyper important de les inclure dans le projet,
Parce que sinon, vous créez deux choses. C'est vous créez un petit Disneyland à l'intérieur d'une ville. Donc les gens finissent par détester les touristes. Ils se retrouvent dans un endroit où à la fin, ils n'ont pas envie de les voir. Ça les énerve. Et donc, vous éloignez le lieu de où il est et dans son environnement. Et pour nous, l'avenir devra prendre en compte ça, devra faire que les lieux devront être... il y a une vraie nécessité à intégrer l'endroit, la région, le lieu dans ces lieux touristiques. Voilà. Et on le voit, il y a des endroits où les panneaux sont que en anglais, par exemple. Tout le monde ne parle pas très bien l'anglais. Alors, je ne parle même pas des endroits où il y a que en japonais, mais là, il y a encore moins de personnes qui parlent le japonais. Mais pour moi, c'est une vraie problématique. Vous arrivez, vous avez plus de petits livrets qui sont dans votre langue, où il y a 4 langues et vous êtes obligé d'arriver à la 4e page. Je pense que c'est une façon de voir le tourisme qui est très excluante. Et je pense qu'il faut inclure, et c'est ce que nous on pense du tourisme, c'est qu'il faut inclure toute la population qui vit autour du lieu pour que ça soit bien accepté, pour que ça soit un lieu agréable pour les gens qui viennent, mais aussi pour eux. Je ne sais pas si vous n'hésitez pas à me dire, comme on a dit, c'est ça, ou je regarde quand même. Jusque-là, a priori, on partage on est pas mal de bon. choses qui ont été dites, donc il n'y a pas de souci. Quand on dit, nous, un truc sur lequel on lutte, c'est que on le voit avec Instagram. Je pense que vous êtes des grands adeptes, et moi je le regarde, donc je ne vais pas crier, mais en fait, il faut que quand on visite quelque chose, et c'est pour ça que moi, finalement, je ne suis pas un très grand voyageur, parce que je n'ai pas assez de temps. Moi, je ne visite jamais, les lieux ne m'intéressent pas beaucoup. Hier, je discutais avec une personne qui avait visité la Turquie qui me dit « Tu as vu la grande mosquée ?» En fait, ça ne me touche pas. Mais je n'ai pas de problème avec ça, ça ne me touche pas. Moi, ce qui m'a touché, c'est qu'une fois, on a été malade après, mais on a rencontré des gens qui nous ont invités à manger chez eux. Mais n'empêche que c'est la seule chose dont je me souviens de mon truc en Turquie. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moment. Les gens il y avait une sincérité, une difficulté à créer le contact, qui pour moi est gênante, donc ma femme moins, mais pour moi qui est difficile. J'ai un peu... Même si j'ai l'air à l'aise comme ça, c'est difficile pour moi de créer ce contact-là. Mais c'est le vrai résultat de ce voyage, c'était ça. Voilà. Et donc pour moi, il faut arrêter d'aller... on voit ça, et c'est vrai pour la France, c'est vrai pour les régions, c'est vrai pour les départements. On montre... par exemple, je vois en Bretagne, le fils du touriste de Bretagne, il va montrer les 4 points très importants, quoi. Voilà. Et donc là, vous vous dites, mais en fait, non, c'est pas ça. Vous n'allez pas visiter, ça, c'est joli, il faut aller les voir. Je ne sais pas si il y en a qui... moi, j'habite Paris, je crois que je suis allé à la Tour Eiffel une fois. Et encore parce que mon fils m'a dit, mais tu sais, tous mes enfants, tous les copains de Bacla, ils ont été à la Tour Eiffel, jamais, moi. Mais sinon, j'y serais jamais allé. Par contre, je lui dis, tu veux pas qu'on la voie un peu de l'extérieur? Parce que c'est joli de l'extérieur, mais de l'intérieur, tu fais 1 heure de queue, voilà. En fait, je pense que là-dessus, les lieux, la promotion des lieux a créé quelque chose de bizarre. C'est que, alors qu'on était venu pour découvrir et partager, pour aller dans un endroit, on se retrouve à faire un truc dont je dis après, qui est juste après, qui ne va pas, c'est-à-dire qu'on finit par plus se rendre compte qu'on est dans un endroit avec des gens, le plus intéressant, c'est, j'ai été à Athènes, le plus intéressant, moi je trouve, c'est pas d'aller visiter là-haut l'Acropole, monter, il y a vachement de monde, il fait chaud, c'est pas bien abrité. Allez, de mon point de vue, c'est d'aller visiter la ville, d'aller se promener dans les petites rues, et pas forcément celle où on veut vous faire aller. Et pour moi, c'est là où vous découvrez vraiment ce que c'est qu'Athènes. Voilà. Ensuite, je vous dis, je vous le défends, j'en fais la promotion, je ne pense pas avoir raison, même si je le dis de façon affirmative. Le 3e point, et que je vais d'abord plutôt mettre celui-là, j'aurais voulu le mettre dans l'autre sens, mais on vous avait déjà envoyé la présentation, c'est, comme je disais, quand on a tendance à faire ça pour la promotion d'un lieu ou d'un pays, on va vous dire, vous allez, je sais pas, il faudrait que je trouve le lieu, mais vous allez à tel endroit, il faut que vous ayez visité, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors moi qui ne vais pas visiter les lieux, c'est encore pire, c'est qu'en Turquie, tu n'as pas visité la grande mosquée. Et là, ils vous regardent, non, j'ai pas visité la grande mosquée. Et là, vous avez un peu honte, quoi. Tu as été à Pau, tu n'as pas été... Alors là, vous faites, si, on n'a pas pu, et vous trouvez une excuse parce que vous vous sentez un peu con. Et donc, en fait, moi, ça m'arrive tout le temps, hein, parce que comme je ne le fais pas, à Venise, tu n'as pas été visiter le palais et le musée de... non. Et là, vous voyez que c'est pas bien, quoi. C'est pas bien, je l'ai pas fait, c'est pas bien. Voilà. Mais par contre, j'ai fait des trucs que moi j'ai trouvé super, je me suis baladé, j'ai pris le bateau, j'ai fait 3 fois le tour. Alors, non, j'ai pas fait j'ai fait des allers-retours, parce que je sais pas si on peut faire le tour, mais j'ai fait des allers-retours, j'étais hyper content, on était là, je regardais, je prenais mes petites photos, et on a discuté avec il n'y avait pas beaucoup d'Italiens, mais il y avait quelques Italiens qui étaient là. Voilà. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on accepte que quand on va dans un pays, en fait, on ne pourra pas, et le fait de vouloir visiter 5 trucs d'affilée dans sa journée, voilà, eh bien, c'est pas possible. Voilà. Et c'est pas comme ça que vous vous ferez plaisir, et c'est pas ce qui vous en tirez.
Je fais un petit test, mais là vous êtes un peu nombreux. C'est si je vous demande ce dont vous vous souvenez pendant vos vacances, ça a tout le temps marché. Faites-le, je suis sûr que si je vous le dis, vous allez me dire non, mais vous allez demander à quelqu'un ce qu'il a mémorisé de ses dernières vacances, et à 97%, stat très... il ne vous répondra jamais la Tour Eiffel, par exemple, quand il était à Paris. Il va vous raconter une petite anecdote qu'il a eue. Alors, c'est soit galère, alors en fait, c'est les deux trucs, soit une grosse galère qu'on a eue, c'est j'ai galéré à tel endroit, j'ai voulu prendre le métro, il y avait 50 personnes, ils avaient cloué, il y avait les gilets jaunes qui arrivaient, c'était horrible, mais ça, c'est un moment dont vous vous souvenez. Soit il vous raconte un truc super magique avec des gens qu'il a rencontrés dans un endroit où on lui a conseillé d'aller, etc. Et c'est, de notre point de vue, pour moi, c'est ça l'avenir du tourisme, c'est un touriste qui prend le temps, pas d'aller visiter des lieux en mode compétition, je coche des cases, mais un tourisme qui va aller prendre son temps pour aller voir les gens, pour aller voir les lieux, pour aller discuter, pour partager avec les personnes qui sont là. Et donc je reviens sur l'autre, et ça c'est un peu bateau, donc c'est pour ça que j'ai hésité, l'équipe voulait qu'on le mette, mais voulait qu'on le mette, donc je l'ai mis, voilà, parce que c'est un peu bateau. Oui, là je suis hyper militant, mais je trouve que je suis indigné. Alors, j'ai parlé de ça hier, j'étais dans un autre truc, je parlais de ça, je disais, mais tu te rends compte, il y a des gens qui veulent des croissants alors qu'ils sont au fin fond de la Thaïlande. Voilà. Et là, la personne me fait, ben ouais, mais t'as vu, le petit-déj, c'est dégueulasse sinon. Et donc là, je me suis dit, bon, lui, je vais pas essayer de le convaincre, j'y arriverai pas. Et je lui dis, mais tu sais, les croissants, je pense pas qu'ils en mangent là-bas. Et ouais, mais t'as vu ce qu'ils mangent? Ouais. Bon, donc j'ai arrêté, voilà, mais foncièrement, ce que je crois, c'est que si on veut être dans une logique un petit peu de... il faut accepter que ce que l'on vit, ce que l'on voit, soit plus local et soit pas importé. Le pire du pire, mais en fait, j'ai rien contre ça. C'est pas le type de tourisme auquel je crois et que j'ai envie de défendre. Et on ne le fait pas dans l'échange de maison. C'est-à-dire que dans l'échange de maison, vous allez aller acheter vous allez faire vos courses, vous allez manger dans l'endroit qui est à côté. Et souvent, c'est pas au centre-ville avec 4 restaurants touristiques. C'est vous allez faire vos courses dans le petit magasin d'à côté. Il y a la dame qui vous a reçu, qui vous dit, nous, ce qu'on adore, c'est ça. Alors après, vous aimez pas, c'est un autre sujet. Hein. Moi, mes enfants, ils détestent. Donc à chaque fois, je cherche des croissants. Hein, mais je n'en trouve jamais, mais je cherche. Voilà. J'essaye de trouver le croissant du coin pour qu'ils le mangent. En Espagne, par exemple, ils font des croissants qui n'ont pas du tout de tête de croissant. Et donc je leur ramène, ils font non, tu nous as déjà eu avec tes croissants, là, ceux-là, on les aime pas. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, il y a ce côté important. Il y a aussi ce côté de se dire, et ça, nous, on y croit beaucoup, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment voyager, il y a des voyages qui n'ont pas beaucoup de sens. C'est comme je vous dis, si vous allez passer une semaine en Thaïlande et que vous avez coché les 15 cases, en fait, vous pouvez réfléchir à tout l'impact que vous avez généré, tout ce que ça va faire sur le lieu, c'est-à-dire vous allez changer de serviette autant de fois, parce que comme vous changez d'hôtel, il ne va pas vous remettre les serviettes du premier hôtel dans le deuxième, hein, quand même, il faut que vous le sachiez. Voilà, le deuxième, c'est que ce que vous allez manger, comme c'est des occidentaux qui s'enchaînent, vous allez vous retrouver avec de la nourriture qui est adaptée à vous, souvent qui est importée, qui vient de là. On va vous trouver du lait, c'est du lait exactement comme il est fait en Europe, voilà. Et souvent, voilà, la façon dont on crée ce microcosme n'est pas du tout adaptée au lieu. Voilà, nous, on a des zones où on recycle bien nos déchets, en tout cas, en faisant comme si. On recycle bien nos déchets, on fait attention, on a de l'eau plutôt... il y a plein d'endroits où ce n'est pas le cas, et donc vous prenez beaucoup du lieu. Voilà. Donc je dis c'est un peu plus galvaudé, mais elle est importante évidemment pour nous. Voilà, nous, on croit vraiment que le futur, en tout cas, quand on est un pays comme le nôtre qui a la chance de pouvoir voyager, les gens, voilà, on peut voyager, quel que soit, c'est pas une histoire... c'est vrai que j'habite Paris, et souvent comme je dis ça, les gens me font « ouais, alors le bobo parisien, il est gentil ». Voilà, c'est vrai, vous avez raison, je suis comme ça, c'est-à-dire que on peut me faire cette critique, mais je crois vraiment que c'est pas juste parce qu'on habite Paris et qu'on a envie d'avoir une expérience un peu comme ça, parce que si on a envie de ça, on peut le faire un peu différemment. C'est vraiment parce que je crois que dans l'avenir du tourisme, cette partie-là va intéresser beaucoup de gens. On le voit aujourd'hui, que ce soit dans le vêtement, et je pense que le tourisme ne l'a pas encore bien fait. C'est-à-dire qu'on voit dans les vêtements aujourd'hui, les gens commencent à prendre conscience que d'acheter toutes les semaines un nouveau truc, ça a moins de sens, quoi. Voilà, ils se rendent compte que le textile étant, je pense, le plus polluant en termes de déchets, voilà, on commence à se rendre compte. Je pense que le tourisme a encore un petit peu de temps avant de le faire, mais je suis sûr que ça va arriver. Et je crois que, ouais, si je veux laisser, ça je vous l'avais mis. Et en local, je vous l'ai un petit peu dit, je pense qu'il faut qu'on change ce marketing. Et je rejoins, on me posait la question, c'est quoi un tourisme local? Je pense que si je devais essayer de donner un peu d'exemple, c'est évitons les listes de les 12 lieux à visiter dans un endroit.
En fait, ce que ça fait, c'est juste que tous les gens vont arriver, ils vont faire une photo, vont faire un Instagram devant l'endroit, vont se mettre comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est comme le lieu va commencer à être abîmé, parce que tout le monde va faire ce truc-là, on va mettre des pavés, alors qu'il n'y a pas forcément de pavés. Et je trouve que si on veut réfléchir à comment promouvoir un endroit, un lieu, l'idéal, c'est de se dire que ce qu'on voit derrière, on ne puisse pas le reconnaître. Ça peut être hyper représentatif, voilà, mais il ne faut pas le reconnaître. Tout le monde connaît la Tour Eiffel. Vous voyez, représenter Paris avec la Tour Eiffel, c'est naze, quoi. Bon, acceptons de dire que Paris, c'est pas ça, et mettons des instants de vie, des lieux de vie qui sont méconnaissables. Donc après, il y a des gens qui vont aller le chercher, mais essayons de trouver ça pour en faire la promotion, pour éviter que les personnes se retrouvent à faire un truc qui n'est pas bon pour eux, qui n'est pas bon pour l'endroit, et qui va être assez vain. Voilà. Essayons de leur faire découvrir ce que c'est qu'un lieu. On est en train de perdre le micro, je crois. Ah merde, voilà. Pardon. Ouais, mais voilà. Vous voulez que Non, c'était bon, c'est clair, je ne vais pas vous le refaire. Voilà. Ouais, je reprends un petit peu, c'est-à-dire, je pense que dans ce type de tourisme, pour moi, donc un tourisme qui est un petit peu plus local, je veux dire inclure les gens pour qu'ils puissent, la personne du coin puisse le voir, favoriser des activités qui sont autres que celles qu'on a l'habitude. Voilà, pareil, c'est difficile, il ne faudrait pas marquer les 10 activités à faire à tel endroit. Voilà, et intégrer la population, c'est-à-dire que dans un lieu, il faut que les gens puissent être les promoteurs de leur région et pas se dire, ce qui est le cas on l'a vu à plein d'endroits, se dire putain ils nous font chier les touristes, quoi. Voilà. Alors moi c'est marrant parce que quand je vais en Bretagne, je vous raconte ça, mais j'ai l'impression de pas du tout être un touriste parce que j'y vais depuis que je suis tout petit, mais évidemment les Bretons, ils font quand on y va, ils nous font chier ces touristes. Voilà. Et donc juste pour conclure, et puis je vous ai pas laissé beaucoup réagir. En fait, pour moi, il faut arriver à... ils voulaient tous que je mette cette slide, parce qu'ils me disent c'est pas très clair ce que tu as mis, donc je vous le donne, mais je vais essayer de résumer. Voilà, c'est vraiment... En toute honnêteté, c'est une présentation qui est assez collégiale. Voilà. C'est clair, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut qu'on ait un tourisme qui est un petit peu plus humain et moins marketé, donc tourner sur la personne, tourner sur les lieux, tourner sur les rencontres, plutôt que sur des lieux particuliers. Voilà. On met un touriste réparateur, c'est que c'est vrai que, alors ça, j'ai pas beaucoup d'exemples, mais j'ai lu 2-3 choses que j'ai trouvé hyper intéressantes. Voilà. Alors nous, on a de plus en plus de gens qui font de l'échange de maisons et qui disent que dès qu'ils font un truc, ils vont aller ramasser des déchets, quand ils vont se promener, ils le ramènent, et voilà, ils ont l'impression d'avoir arrangé le lieu. Voilà, et ça, je trouve ça magique. J'espère qu'on va avoir des initiatives. Je vous avoue que j'ai pas encore assez bien réfléchi pour vous donner des exemples concrets, mais j'y crois. Voilà, et comme je vous le disais, un touriste qui n'est pas tourné vers la compétition, mais à une sorte de partage et la découverte des lieux. Et peut-être pour conclure, quand je vous dis que je ne suis pas un très grand voyageur, c'est que si moi on me demande, je ne voyage pas. J'ai lu dans une revue qui est très bien, qui s'appelle la revue Estas. Je me demande si elle n'est pas là d'ailleurs. Qui est là, voilà, oui. et un article super où il décrivait ce que j'étais comme voyageur. Je suis un voyageur sédentaire. Je crois que c'était ça le terme. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va dans un lieu, moi j'ai envie d'acheter une maison. Bon, j'ai pas... Je ne le fais pas à chaque fois, hein, je vous rassure, heureusement. Voilà, et évidemment, j'en ai pas les moyens, mais en fait, j'ai envie de me poser et j'ai envie d'aller rencontrer les gens. Et comme je suis plutôt difficile dans mon approche, j'ai besoin de prendre du temps pour rencontrer les gens, il me faudrait 6-8 mois. Et donc, en fait, voyager juste pour passer 10 jours, en fait, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, je le fais parce que pour ma femme, c'est plus facile. Pour mes enfants, ils ont envie aussi de le faire, donc il faut qu'on essaye de les former à ça. Mais voilà, pour moi, le vrai truc, c'est que si vous êtes quelqu'un qui est tout de suite en contact avec les autres, profitez-en pour aller. Vous pouvez passer 3 jours, 4 jours, c'est pas une histoire de longueur, mais vous allez aller vers ce type de tourisme qui est quand même beaucoup plus valorisant que d'aller passer une semaine. Non, je ne vais pas finir par une note négative. Voilà, que c'est beaucoup plus valorisant. Voilà, je crois que j'ai... Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre écoute. J'ai pas vu beaucoup de ça, donc j'en ai déduit que c'était pas horrible. Ouais, très clairement, je crois qu'on se rejoint avec beaucoup d'interventions qui ont eu lieu sur ces 2 dernières journées. On a eu notamment mardi une jolie projection de film d'un des membres des Nuits Culottées avec un voyageur marocain qui traçait sans un sou et sans parler. Et donc, qui ont été accueillis et recueillis quasiment. Et c'était une belle histoire d'hospitalité, comme vous le décriviez. Et je crois que dans votre résumé, à la fin, on est tout à fait sur les échanges qu'on a depuis 2 jours, et parfois depuis quelques années. Et on voit plein d'articles sur la frugalité, justement, sur un tourisme de régénération des territoires plutôt que de consommation.
Donc on est dans cette tendance et dans ces réflexions. Mais on va peut-être prendre quelques questions dans la salle. Je vais passer avec un micro. Est-ce que vous voulez lever la main et soit témoigner, soit demander quelque chose à Charles-Édouard? J'arrive. Le temps de vous rejoindre. C'est gentil, il n'y a rien de plus vexant d'avoir personne qui pose de questions. C'est hyper gentil. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Le classement des pays où il y a le plus de home exchange, c'est au prorata des populations ou c'est des chiffres bruts? Non, c'est le nombre d'échanges, exactement. Ouais, ouais. Donc c'est les chiffres bruts. Ce qui prouve qu'on n'est pas très bon aux États-Unis, vous avez raison. Oui, c'est étonnant, oui, parce que c'est 300 millions d'habitants. Oui, ouais. Mais il y a la notion des congés, effectivement, oui, que comme vous évoquez. En fait, il y a deux paramètres. C'est que on a, c'est un peu un stéréotype, mais toutes les États-Unis ne voyagent pas de la même façon. Et en fait, on devrait prendre les États-Unis comme des États. En fait, si vous faites, il y a 3 grosses zones d'échange. Il y a la côte ouest, Los Angeles, San Diego, San Francisco. Il y a toute la côte ouest, donc Boston, le Maine, machin là. Voilà, il y a des magnifiques échanges à faire. Et toute la Floride. Voilà, le centre. Il y a quelques zones de ski, c'est pas vrai. Il y a quelques zones de ski, mais sinon le centre voyage pas beaucoup dans l'absolu et voyage pas beaucoup en échange de maison. Voilà. Je vous enlève tous les trucs du centre, je vous dis un peu plus républicain que démocrate. Je ne sais pas si c'est à cause de nous. Il faut toujours se poser la question, c'est sans doute parce que notre façon de le promouvoir n'est pas la bonne. Voilà. J'ai une deuxième question, si vous me le permettez. Vous vivez uniquement des inscriptions annuelles de des personnes qui échangent leur maison? Donc 130 € par an? Oui, c'est une inscription pour 12 mois. Ouais. Exactement. Uniquement. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Voilà, bah bravo. 60, Et je ne connais pas monsieur, je vous promets. Comme je ne sais pas, en fait, peut-être que je vous connais, mais comme j'ai cassé mes lunettes, je ne vois pas bien. Merci beaucoup. Merci. Oui, j'arrive tout de suite. Alors moi, je me suis inscrit à l'origine, je dois en arriver, je raconte mon histoire, je me suis inscrit à l'origine sur Troc Maison. Et puis donc j'ai découvert après Guest to Guest, et maintenant Home Exchange. C'était, hop. Alors Troc Maison, c'était marrant, c'est une histoire qui est assez marrante, comme ça vous permet de... C'est que Troc Maison, en fait, Home Exchange, quand ils ont créé la plateforme, en fait, on n'imaginait pas qu'Internet allait être aussi mondial. Et donc, en fait, c'était une époque, pour ce pareil, on s'en souvient, où les marques créaient des marques différentes selon les pays. Ouais. Parce qu'ils pensaient que c'était impossible pour une marque mondiale d'exister dans un pays. Et donc, Home Exchange avait Troc Maison en France, parce que Échange de Maison avait été juste une semaine avant, ou un truc comme ça, 15 jours avant, a été pris par un Canadien, un Québécois. On a racheté après, mais il ne l'avait pas. Et après, dans les pays, il y avait, je crois que c'était Intercambio de Casa, en italien Scambio, quelque chose comme ça. Bon, en hollandais, je ne vous le fais pas, parce que là, impossible, en allemand non plus, mais voilà, chaque pays. Et quand on a fusionné, on a regroupé les marques. Voilà. Et aujourd'hui, la tendance est, si on voulait vous développer et localement et à l'international, il faut que les gens se retrouvent dans la marque un peu partout. C'est pour ça qu'on a supprimé ces marques. Mais c'est un vrai problème parce que les gens qui faisaient du Troc Maison étaient très attachés à Troc Maison. Donc on a pris cher quand on a supprimé la marque. Hein. On a mis du temps à récupérer. Merci pour l'intervention. Merci. Et je voulais savoir, au départ, avec votre associé, quelle était votre ambition d'arriver jusqu'à ce niveau-là d'échange, ou est-ce que c'était limité, puis l'appétit est venu au fur et à mesure? Alors, moi, j'y croyais tellement pas que je vous dirais que si on m'avait dit que j'arriverais là, je serais le truc. Mon associé, lui, n'imagine même pas pourquoi on n'est pas plus gros qu'Airbnb encore aujourd'hui. Donc, voilà. Et donc, non, je pense que... Vous voyez, par exemple, sur Paris, je crois qu'on a un tiers de leurs annonces, à peu près, c'est ça. La logique voudrait que... Moi, j'y crois. En fait, je pense que c'est possible de faire cette évangélisation, de faire cette convention. Ensuite, si je fais dans la salle qui est prêt à prêter sa maison, à laisser des gens chez eux, et je pense que j'aurai pas 100%. Voilà. Et donc, je pense que peut-être que c'est plus facile. On a pris l'habitude un peu de cette notion de consommation. C'est-à-dire, je paye pour quelque chose et je l'obtiens. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans du troc. Donc, en fait, il faut accepter... Je suis assez sûr que dans la jeune génération qui arrive, ça se fera plus facilement et donc que ça va croître. Ensuite, nous, on a envie que ça croît plus vite que ce que ça croît, mais c'est comme ça. Voilà, on est obligé de l'accepter. Assez souvent, le tester, c'est l'adopter. Hein. Moi, je me rends compte qu'on a souvent une crainte première. Il y en a peut-être un dans la famille d'ailleurs qui en a moins que l'autre et qui le convainc. Et très souvent, quand les gens y viennent derrière, c'est vrai que ça devient une habitude et les craintes s'effacent au final. Exactement. Et ce qui est drôle, c'est que tout le monde dit c'est ma femme en général qui veut pas.
Mais c'est pas vrai du tout, faut que vous sachiez, en fait, Moi, c'est c'était le l'inverse. contraire. C'est l'inverse, c'est que les hommes, ils disent non, c'est ma femme qui veut pas. Et en fait, quand vous dites ça, c'est que souvent que c'est vous qui voulez pas, mais... voilà. C'était mon cas aussi, ma femme, ça ne lui a pas du tout posé de problème, c'était juste pour la blague tout à l'heure. Je vais pas y arriver. Si quelqu'un peut le faire passer, merci. Bonjour, merci Bonjour. pour cette présentation. Merci à vous. C'était vraiment très agréable et intéressant à écouter. Justement, c'était pour rebondir sur la question des femmes. Souvent, on a l'habitude de dire que dans le tourisme, ce sont les femmes qui font les réservations de séjours, de voyages. Est-ce que là, vous, dans ce type de concept qui est quand même un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, vous avez aussi cette tendance où ce sont les hommes qui font et qui disent c'est ma femme qui veut pas. Enfin, voilà. En fait, c'est comme le tourisme, c'est vraiment les femmes qui réservent beaucoup plus les vacances. Ouais, c'est vrai. Et non, on n'a pas de différence, mais je vous dis, en fait, c'est l'excuse, c'est quand on a des peurs. Tout le monde a des peurs pour laisser sa maison. En fait, c'est toujours plus facile que d'avouer sa peur, de trouver, de prétexter la peur de l'autre. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que les hommes disent que c'est les femmes, et les femmes, de temps en temps, disent que c'est les hommes. Hein. Donc, il ne veut pas laisser, il a une collection de vinyles. Il ne veut pas la laisser. Quoi. Ça, je l'ai entendu hier, c'est pour ça que je vous le répète. Voilà, je dis, au pire, si vraiment vous êtes inquiet, et c'est vrai, je vous encourage, ce qui est difficile, c'est qu'il ne faut jamais se projeter dans le... Initialement, si vous vous inscrivez, je vous encourage tous à vous inscrire. Non, mais je ne vais pas gagner d'argent, donc je vous encourage à vous inscrire, vous allez voir, c'est pas que intentionnel, c'est juste parce que j'y crois. En fait, il ne faut pas se projeter au début, et d'ailleurs on a beaucoup de discussions là-dessus, c'est qu'on demande aux gens de rentrer leurs informations, des informations sur eux. Et donc il y a un grand débat en interne, c'est de dire est-ce que c'est intelligent, alors qu'en fait le vrai truc que les gens ont envie de faire, c'est voyager. Donc ça serait se projeter dans le voyage, dans le rêve. Voilà. C'est dire plutôt que de vous demander votre maison, vous demandez où vous avez envie d'aller voyager. Mais en fait, donc débat, on va essayer, on va faire les deux, on va faire les fameux AB tests quand vous faites de l'internet, on va faire un petit AB test, on va demander aux gens d'abord de juste mettre leur nom, prénom et mail pour voir, les laisser accéder, et au moment où ils vont vouloir faire l'échange, de leur demander de créer leur maison, et on verra si ça marche mieux. Mais parce que c'est vrai que la projection dans le voyage est plus agréable. Si je vous dis, vous avez envie d'aller où par exemple? Vous, c'est quoi un pays dans lequel vous vous projetteriez? J'aimerais aller voir les aurores boréales. Putain. Ouais, il y en a plein. Il y a plein d'échanges. Il y a plein d'échanges possibles. Non, mais en Islande, on va dire. Ouais, non. Alors l'Islande, il faut savoir que c'est le plus grand pays d'échange de maisons en proportion, pour répondre à monsieur là-haut. On leur a offert, en 2017, on a été, c'est marrant parce qu'ils ont été hyper charmants, on était allé en Islande et on avait remis au ministre du Tourisme, là-bas, le prix du plus grand pays d'échange. En proportion du nombre d'habitants, c'est hallucinant. Voilà. Alors si on avait pareil en France ou aux États-Unis, alors là... je serais venu en yacht ou en jet. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question, une autre intervention? Oui, là-bas. Il y a un monsieur aussi. Oui. Bonjour monsieur. Si tu peux garder ton masque, parce que comme je le fais circuler... Ah oui, celui-ci, oui. Et je vous merci. entends bien en fait. Oui, bonjour. J'ai expérimenté Home Exchange à titre personnel. Ça s'est bien passé. L'expérience la plus incroyable que j'ai ressentie, c'est que en 48 heures, je connaissais parfaitement les gens sans jamais les avoir rencontrés. Parce que j'étais chez eux, dans leur intimité. Parce qu'une fois qu'on a passé le cap de partager son lit, ses placards, sa cuisine, ses ustensiles, sa bibliothèque et sa télé, de l'autre côté, une fois qu'on est chez la personne, chez l'hôte, on le connaît parfaitement, mais sans jamais l'avoir rencontré physiquement. Et au bout de 24 heures, je savais chez qui j'étais. Et j'avais jamais ressenti ça, quoi. C'était on en riait avec ma femme, et on avait des conversations par WhatsApp en vidéo avec les gens qui étaient chez nous. On s'était jamais rencontrés, mais comme si on partageait une intimité. J'avais jamais ressenti ça, quoi. Je ne peux rien dire de mieux. Il faut que vous sachiez que moi je fais jamais de vidéo quand les gens sont dans ma maison, ça me fait trop bizarre, quoi. Je vois quelqu'un qui est assis dans mon canapé ou sur ma table, je suis là, oh, c'est bizarre, quoi. Donc je préfère ça pose pas de problème, mais voilà. Mais moi j'ai plus de mal. Et c'est vrai que le lit, c'est un truc marrant, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit le lit. Et l'autre truc, c'est les sous-vêtements. Une fois, voilà, il y a quelqu'un qui est... Voilà, découverte. Voilà. Et alors moi, j'avais jamais réfléchi à un truc comme ça, quoi. Et je m'étais dit, mais qui pourrait aller... Alors peut-être mes sous-vêtements, on s'en fout, hein, vous allez dire. Peut-être c'est ma femme. Mais je n'imaginais pas ça.
Bonjour, merci pour votre intervention. Alors j'ai pratiqué aussi, pas avec vous, hein, mais voilà. Mais il y en a. J'ai laissé ma maison. Voilà, en fait, entre les vacances de Noël et Nouvel An, donc je partais. J'ai dit bon, qu'est-ce que j'en fais? Il n'y a personne dedans. J'ai 2 chats. Je l'ai laissé. Alors effectivement, ma femme ne voulait pas. Voilà. C'est fou les femmes, hein, c'est fou quoi. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai divorcé. Et dès que j'ai divorcé, j'ai pu plus facile. Prêter ma maison. Je sais pas si on peut. J'ai pas mis ça dans mes slides. Je vais peut-être pas le mettre. Ouais, mais du coup, c'était une très belle expérience. Par contre, non, pas divorcer. L'échange de maison. Ouais, j'avais compris. Mais le divorce aussi, hein, ça fait partie de. Faut éviter de mourir idiot, donc je vais dire voilà. Le seul truc, c'est que je n'ai pas échangé, donc j'avais tout un tas de points, machin, tant pis. Et la seule problématique, c'est que je n'ai plus revu mes chats après. Mais oui, voilà. Ils sont partis. Ouais, parce qu'ils ont dit les Parisiens, je sais pas, ils avaient un truc pas. Voilà. Putain, ils sont pas sympas. Et voilà, mais donc non, effectivement, je trouve l'idée géniale, quoi. Bon, bah c'est gentil. Mais c'est vrai qu'il y a on l'a pas dit, mais c'est vrai que dans une des raisons de l'échange de maison, c'est les animaux. Il y a un ou deux haras avec des chevaux. Et là, les gens sélectionnent beaucoup parce qu'ils ont besoin d'avoir un type. Moi j'ai un chat aussi. Et c'est vrai que les enfants sont très attachés, toute la famille est très attachée. Donc on l'a laissé une fois parce qu'on partait, c'était en Italie. Et la peur qu'on avait eue pour le chat, je crois qu'on avait beaucoup plus peur pour le chat que pour l'appartement. Voilà. Mais évidemment, le chat, il s'en fout en fait. Hein, mais ça s'est très bien passé. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une source. Et il y a des sites spécialisés dans ça, c'est-à-dire qui font de l'échange juste pour les animaux, pour garder les animaux. Il y a des très beaux sites. Hein, voilà. Nous, on l'a pas mis en avant, mais c'est une vraie source. Il y a ça sur les plantes. Moi qui adore les plantes, en fait, ça évite que avant de faire l'échange de maison, je changeais mes plantes à la fin de l'été, quoi, parce que tous les systèmes marchaient pas. Il y a des gouttes d'eau, les machins, ça marchait jamais. Et là, maintenant, mes plantes, je les retrouve à la fin, c'est assez agréable. Bon, cet été, ça a été un peu compliqué, mais. Oui, ça fait partie des 5-6 critères. Hein. Est-ce qu'il y a des animaux à nourrir, à garder? Est-ce qu'il y a des plantes à arroser ou pas? Exactement. Quelques bricoles comme ça. Des petites choses comme ça. Ouais. Et moi, un truc que je trouve génial aussi, quand on est inscrit sur la plateforme, c'est qu'on voyage toute l'année parce qu'on reçoit des propositions. Alors quand on bosse dans le tourisme, c'est intéressant aussi parce qu'on voit ceux qui préparent très en amont, ceux qui sont dans la dernière minute. Il y en a notamment les Nordiques, où vous envoient des demandes, mais 6 mois en amont, c'est incroyable comme ils sont préparants. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, on envisage en fait la destination, on commence à regarder si on y va, comment on y va, et on voyage un petit peu tout le temps à chaque fois qu'on reçoit sur les grosses périodes là où on a 5-6 demandes, et ça c'est un côté assez sympa aussi finalement de se projeter et découvrir des lieux. Moi j'ai fait des échanges dans des destinations que je n'envisageais absolument pas, mais les gens m'ont tellement bien vendu et leur maison et la destination. Et c'est ça qui est génial, et je voudrais peut-être terminer là-dessus. Si en tant que destination, on doit se poser la question de tous ces gens qui font un boulot extraordinaire pour vendre en fait le territoire où ils vivent, qui à chaque fois rédigent alors sur papier ou font des petits guides en ligne qui sont vraiment des secrets, et où effectivement, et c'est dans les conseils que vous donnez sur le blog, ils ne parlent pas de la Tour Eiffel, mais ils parlent de leurs pépites à eux, ce qu'ils aiment, où ils aiment aller manger, où ils vont faire leurs courses, toutes ces choses-là. Et c'est vrai qu'on arrive, comme le disait Sylvain, avec... on est un peu chez soi et on nous a laissé en tout cas toutes les clés pour bien découvrir la destination ou le quartier dans lequel on vit. Et c'est vrai que c'est pas le même tourisme du coup, comme vous le décriviez très bien. Et je crois que c'est celui que de plus en plus de destinations ont envie de promouvoir, effectivement. Donc j'ai combien d'inscrits en plus? Donc, mais je vous encourage vraiment à vous inscrire. Juste, allez, il n'y a aucune obligation de faire un échange. Je vous dis, vous ne payerez rien. Juste allez voir, tester, allez regarder. Et rassurez-vous, personne ne va vous forcer à faire quoi que ce soit, mais vous verrez que c'est assez agréable, le contact avec les personnes change les rapports à l'endroit et au pays. En tout cas, merci beaucoup de Merci beaucoup Charles-Édouard. Merci. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Je vais remettre